Et ben voilà, nous revoici donc repartis pour une deuxième vidéo qui cette fois-ci va vous expliquer un petit peu le principe du jeu Zerg. Donc Titisha est toujours là pour m'aider dans cette tâche. Donc cette vidéo bien sûr sera de toute façon publiée sur notre chaîne Century. Je vous conseille de la suivre, comme ça vous verrez vraiment tout ce qui se passe au niveau StarCraft et Street Fighter pour l'instant. Mais je ne doute pas que Canon va vous demander de streamer un petit peu de Diablo. Voilà, donc ici encore une fois, comme je vous expliquais, une map à deux spots, donc on peut pop à deux endroits. En fait, les adversaires peuvent le voir directement au chargement de la game, voir si c'est une game à deux ou quatre spots. Et donc là, notre ami Titi va jouer Zerg. Donc le Zerg, c'est quoi? C'est l'unité la moins chère, enfin la race la moins chère du jeu. C'est moins cher, pourquoi? Parce que par exemple, pour construire ce qu'on appelle une hatch, donc une couveuse, l'équivalent du CC chez le Terran, à la place de 400 de minerais, c'est 300 si je ne m'abuse. Voilà, c'est 300 de minerais, donc c'est 300, c'est 100 de moins que pour le Terran et le Protoss d'ailleurs. L'unité coûte également moins cher. Donc à savoir ici que par exemple pour muter un Zergling il faut 50 de minerais contrairement à 100 pour un Marine. Donc 50 pour un Zergling contre 100 contre un Marine. Alors que dans le Zergling on sort 2 œufs directement. Donc voilà, ici le Zerg obéit à une façon donc, de production qui est simultanée. Donc ce n'est pas une production linéaire comme le Terran. Donc vous avez ici sur la hatch ce qu'on appelle des larves. Ici il n'y en a pas parce qu'ils viennent toutes les user. Voilà, donc je vous en voyez une ici. Cette larve en fait est comme, comme une option de construction donc d'unité chez le Zerg. Il peut construire donc hors de cette unité dans un premier temps des drones euh, pour, euh, pour récolter. C'est l'équivalent du VCS chez le Terran. Et également construire des unités de combat lorsqu'il est au front. Donc il peut à partir de là construire des unités style Zergling, il peut construire des unités comme le Vigilant, etc. Donc le Vigilant, le voici. Le Vigilant est la seule unité de jeu qui augmente le Psy, donc le Supply Block ici. Comme vous voyez, ici chez le Terran, on était à 10 pour commencer. Ici, pareil, à un moment donné, il faut construire donc des vigilants, cette petite bébête que l'on trouve ici, pour augmenter la limite d'unité maximum sur la carte. Donc la seule unité qui peut se déplacer, donc le Zerg généralement s'en sert pour scouter, donc comme dit tout à l'heure, pour prendre l'information sur ce que fait l'adversaire. Ici on rencontre un Protoss, bon, c'est toujours un IA, donc contre l'ordinateur, donc c'est pas vraiment important. Et donc voilà, ici Titi va utiliser son Overlord pour voir ce que fait son adversaire. Donc là il voit qu'il a pris B2. Là, il a quand même l'information comme quoi il part sur une ouverture qui est plus ou moins macro, donc il ne va pas avoir une attaque très tôt en début de game. A savoir que bien entendu, si l'adversaire a de suite une unité qui va tirer en l'air, pourra tuer cet Overlord et fera baisser la limite d'unité maximum de Titi sur la carte directement. Voilà, donc en Zerg, il est très important de prendre une hatch, donc une expansion, très rapidement, parce que c'est de là que vont sortir les larves. Donc il faut bien comprendre que pour le Terran, plus il y a de casernes, plus il va pouvoir produire, étant donné que chez le Zerg c'est une production en même temps, donc simultanée, il faut beaucoup de larves pour pouvoir sortir beaucoup d'unités en même temps. Donc ça c'est un petit peu le rôle que va jouer la Queen. Donc la Queen c'est la reine que voici ici. Donc cette unité, donc c'est la reine qui va protéger la ruche. Donc c'est la première unité de combat qui en toute logique va sortir sur la base du Zerg. Donc cette unité peut tirer par terre en l'air, très gros DPS entre parenthèses. Donc c'est vraiment une unité très forte du jeu et va faire ce qu'on appelle des injects. Donc inject c'est le fait de vomir entre guillemets sur la B1 pour pouvoir augmenter la production de larves et ainsi forcément augmenter la production d'unités simultanées. Donc, vous voyez ici les œufs sont presque sur le point d'éclore.
Et voilà. Donc les larves maintenant sont sur le bas de la B1 et donc la reine peut en toute logique refaire une inject dessus pour augmenter de nouveau la capacité de production de larves. Voilà, elle vient de le faire. Et ainsi, par exemple, reproduire soit de nouveaux ouvriers, soit, comme par exemple ici, des zerglings, donc une unité de combat au corps à corps. Donc voilà, le Zergling donc, est une unité qui est très rapide, très mobile. Elle est faite en début de game par le Zerg pour prendre l'information lorsque l'Overlord est déjà passé par là. Elle est également très importante lors des Xennaga, car c'est une unité qui est vraiment pas chère, donc on peut se permettre de la perdre facilement. Et elle peut déstabiliser pas mal l'adversaire. Imaginez, ici comme je mets des unités, 28 Zerglings ici, directement dans la B2 de l'adversaire, qui n'est pas défendu. Et là, on va tuer l'économie de l'adversaire pour pouvoir l'empêcher de produire. Voilà ce que fait très bien Titi. Donc là, voilà, là, il est en train de faire du dégât. Et comme c'est une unité qui est très mobile, il peut se permettre de passer directement à côté des unités de son adversaire pour aller embêter la production directement sur la B1. Et lorsqu'on regarde ici directement sur le résumé, on voit que Titi a détruit 10 récolteurs de minerais de son adversaire. Donc là, on va dire que Titi est quand même bien dans la game, parce que tout simplement, au niveau de l'income, en toute logique, il est plus rapide. Pour vous expliquer un petit peu le principe du jeu Terran, donc toujours une récolte au minerai, toujours une récolte au gaz, et alors, on construit des bâtiments avec les ouvriers également, que l'on appelle drones. Mais également on perd celui-ci lors de la construction. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que voilà, ici c'est deux vont construire des chambres d'évolution et hop, c'est les ouvriers qui se transforment littéralement en bâtiment. Donc tout se fait à partir de là en zerg, soit donc premièrement à partir des larves, les larves qu'on transforme soit en unités de combat, soit en drones, et les drones que l'on transforme en bâtiments. Ici, par exemple, Titi a choisi de se diriger vers le terrier de cafards, qui va donc sortir des cafards. Et voilà. Donc on a également une suite logique d'évolution au niveau des bâtiments. C'est-à-dire que voilà, ici, le drone pourra se transformer en bata bendling, donc les petites boules que je vous ai montré tout à l'heure. Le carrier de cafard qui va faire des cafards, bien entendu. La chambre d'évolution pour augmenter sa carapace et augmenter sa puissance d'attaque. Ou alors en aiguille rampant, comme vous le voyez ici. L'aiguille rampant donc est une unité bâtiment Zerg qui donc est conçue pour garder l'ennemi à distance. Voilà, tout simplement, lorsque l'ennemi va attaquer par ici, ce bâtiment va défendre la base, donc la B2 de Titi directement. Ah oui, une unité aussi, donc ça j'ai peut-être oublié de le dire par rapport à la reine, pardon, c'est qu'elle peut ce qu'on appelle healer, donc faire une transfusion, donc sur une unité ou sur un bâtiment, donc lui rendre littéralement de la vie à partir de son énergie. L'énergie, ça j'en ai pas encore parlé durant ces tutos-là, l'énergie c'est la petite barre mauve que vous voyez ici au-dessus de l'unité. Donc c'est pour faire des capacités en fait. Là, la capacité de générer une tumeur muqueuse coûte 25 d'énergie. Générer des larves, donc faire une inject, coûte 25 d'énergie. Et faire une transfusion coûte 50 d'énergie. Donc, pour faire une tumeur muqueuse, c'est ça. C'est ce qui est en train de se produire ici. Et ça sert à quoi? Ça sert à répandre le creep. Le creep, c'est quoi? En Zerg, c'est très important. C'est ce qui permet donc premièrement d'avoir une vue sur la carte. Comme on le voit ici, le creep va avoir une certaine vision du jeu. Là ici il y a le brouillard de guerre parce qu'il n'y a pas de creep par exemple. Et la deuxième fonctionnalité c'est d'augmenter la vitesse des unités sur le creep. Donc les unités telles que le cafard ici que l'on voit va avoir une meilleure vitesse sur le creep que sur la terre ferme comme ici par exemple. Voilà, donc je reviens à mes moutons. Donc voilà, Titi qui sort bien ses overlords pour ne pas être supply block. Et il va prendre un petit peu l'information, voir quelle est la composition de l'adversaire, car il faut bien comprendre
qu'il y ait des compositions à adopter en fonction de ce que l'on a en face. Par exemple, si Titi aurait vu une grosse masse de trackers ici comme l'on voit, il n'aurait peut-être pas fait de roach, il aurait fait une grosse masse de zerglings qui est vraiment le contre de ça. Contrairement à si il aurait vu une grosse masse de zélotes, eh ben, il n'aurait pas fait de zergling du tout, il aurait fait que des cafards. Voilà, donc ça c'est simplement pour vous dire que l'information sur StarCraft c'est vraiment super important. Et que c'est l'information, c'est le savoir, c'est savoir contre quoi on se bat, et c'est savoir mieux se protéger. Donc, le Zerg a une grande nécessité, comme vous voyez ici, de avoir beaucoup de hatch. Pas forcément pour récolter, mais vraiment pour avoir ces larves que l'on a ici pour pouvoir produire en continu. Enfin, peut-être pas en continu, mais pour avoir une grosse capacité de production. Donc la hatch ici, que l'on appelle couveuse de base, peut se transformer en terrier. Terrier donc qui va nous permettre de faire des unités d'un autre niveau. Donc le niveau 1 chez le Zerg, je prends une larve pour me le rappeler vite fait. Il n'y a pas de larve évidemment, ce serait trop simple. Elle est en train de se faire attaquer, donc forcément là la production est affluée. Voilà, donc la larve ici qui peut de base créer des Zerglings et des Roach en T1. En T2, il peut créer donc des hydras. Donc les hydras sont des unités qui peuvent attaquer en l'air. Là, il a fait donc le terrier Amuta, que l'on voit ici, qu'on appelle l'aiguille, pardon. Donc l'aiguille qui va justement permettre de faire des unités d'un autre type. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne chez le Zerg. On va muter un drone en un bâtiment. Donc soit un bâtiment T1 que l'on voit ici, soit T2 ou T3. Donc par exemple ici le Muta est une unité T2, donc de technologie supérieure, donc de technologie 2 en fait. Et voilà, donc ce bâtiment-là va nous permettre de transformer des larves en Muta. Le Muta donc, qui est une unité aérienne qui est très gourmande en gaz, comme vous le voyez ici, 100 de minerai contre 100 de gaz. Donc c'est pour ça que généralement le Zerg va prendre énormément de gaz pour pouvoir suivre cette production-là. Donc le Zerg qui était le Muta qui est une unité très mobile du jeu, qui est généralement utilisée pour aller harass. Donc harass qui est l'action d'aller embêter son adversaire directement dans sa ligne de minerai. Et pour ça, généralement, l'adversaire va construire des bâtiments anti-aériens, donc soit des pylônes comme vous le voyez ici, soit des tourelles dans le cas d'un Terran, soit des spoolers dans le cas d'un Zerg. Voilà, donc ici, le Muta qui va embêter vraiment le Protoss en attaquant directement ces bâtiments donc de technologie. Là encore un petit peu, il avait terminé sa recherche technologique. Voilà, comme vous voyez ici, Titi voit clairement le contre du Protoss pour ça qui est le Phoenix. Donc le Phoenix qui est une unité volante également, qui ne tire que en l'air et qui va littéralement purifier le Muta. Donc le Muta, étant donné qu'il est très rapide, va se diriger tout simplement vers un autre point de contrôle pour contrer tout ça, tout simplement. Les Roach ici qui restent bien en arrière à la Xanaga pour avoir la vue. Donc voilà, tout ça, StarCraft, c'est vraiment une option de gestion micro-macro, pas trop micro pour ne pas tout simplement délaisser sa base, ne pas trop macro pour ne pas délaisser les unités qui sont au combat. Là, c'est Méchant qui est en train de lui sortir le Protosia. Comme vous le voyez ici, voilà, c'est un petit tuto. L'IA est quand même bien loin derrière Titi, donc il va essayer à mon avis de nous expliquer un petit peu les différentes unités du jeu à présent. Donc voilà la fosse d'infestation ici qui est posée, qui est en fait un bâtiment qui va nous permettre de passer T3, donc qui va permettre justement d'avoir accès à un autre niveau technologique pour le Zerg. Alors, pour un petit peu présenter cette unité ici maintenant. Donc c'est le corrupteur. Le corrupteur nécessite pareil, l'aiguille. Donc hors de l'aiguille, on peut faire sortir du corrupteur et du muta. Le corrupteur, lui, contrairement au muta, ne peut tirer que en l'air. Donc sera essentiellement le contre
Tempest que vous avez vu en face par exemple, du Phoenix, etc. Par contre, comme le Viking chez le Terran, une fois que toutes les unités aériennes ont été vaincues, eh ben, le corrupteur n'a plus aucune utilité sauf prendre la vue sur la B2, la B3 éventuellement avec les différences de niveau que je vous expliquais tout à l'heure. Le corrupteur a une option de transformation qui est la transformation en Broodlord, donc en Seigneur Vermine, qui lui à ce moment-là se transforme en unité de sol uniquement. Donc ce sera une unité aérienne qui va attaquer le sol uniquement. On va un petit peu vous expliquer ça. Alors une autre unité intéressante chez le Zerg qui est l'Essemer. Donc le Swarmost, donc c'est un peu le nom de l'extension du jeu qui est joué actuellement. Donc le Swarmost est une unité assez lente par rapport au reste des unités Zerg, pardon. Donc lui en fait ce qu'il fait, c'est quelque chose d'assez magique. Il va produire des unités gratuites. Donc une fois qu'il est enterré dans le sol, il va lâcher ce qu'on appelle des locustes. Et qui vont attaquer littéralement l'adversaire, mais sans faire perdre de points d'unité à Titisha. Voilà, donc là on les voit maintenant enterrés. Comme vous le voyez ici, elles sont en train de combattre l'adversaire sans pour autant coûter un cent à Titisha. Tout ce que ça coûte, c'est simplement une barre de vie ici, oui, parce qu'il faut quand même bien se rendre compte que c'est pas une unité qui va durer des millions d'années. Mais vous avez une espace de vie ici au-dessus, et que lorsqu'elle est, elle est à zéro, bien entendu, l'unité disparaît tout naturellement. Et il faut alors attendre un laps de temps, que vous voyez ici, pour de nouveau pouvoir faire des locustes. A savoir que le Swarmost ici, donc l'Essemer, est une unité qui peut s'enterrer. Donc le Protoss ici ne voit pas l'unité. Il ne verra l'unité que sous deux conditions. La première condition, c'est que Titi déterre ses SMR, qu'il ne va pas faire ici, vu qu'il y a quand même une masse d'unités ennemies au-dessus de lui. Et la deuxième solution, c'est d'utiliser ce petit truc qu'on appelle un observateur. Bon, vu que c'est un IA, il n'est pas très futé, il n'a pas correctement placé son unité, mais ça on le verra lorsqu'on verra la partie Protoss. Voilà, concernant ici le reste, qu'est-ce que je peux encore vous raconter sur les Zerg? Donc voilà, ici il a muté en ruche. Donc là il a muté ça en grande aiguille. La grande aiguille qui peut faire quelque chose d'autre. Je sais plus quoi. La grande aiguille c'est pour faire quoi encore, Titi? C'est pour muter en Broodlord peut-être? C'est ça. Ok, voilà, donc ici le corrupteur dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc l'unité qui ne va tirer que en l'air, peut se transformer en ceci. Donc ça se transforme au bout d'un laps de temps, donc c'est pas une transformation directe. Par contre cette transformation est irréversible et ceci donc lâche des petits, comme des petits locustes en fait. Donc pareil, ça obéit à une quantité en secondes d'espérance de vie et c'est une unité gratuite également. Voilà ici la composition de Titi qui est essentiellement terrestre, donc avec les Swarmost, les SMR ici, et avec les Seigneurs Vermine ici. Alors là on sort la grosse vachette comme on l'appelle. Donc ça c'est de l'Ultralisque. Ça c'est une unité qui est super puissante en corps à corps, il faut vraiment pas la défier. Comme vous le voyez ici, deux Ultralisques contre quand même pas mal de choses en face et ça résiste. Donc l'Ultraliste est vraiment une unité qui est assez forte. C'est d'ailleurs pour ça que c'est une unité T3 qui nécessite donc la ruche. Oui, pour être sûr que voilà, ce genre d'unité ne soit pas disponible dès le début de jeu. Imaginez-vous à 2 minutes de jeu, Titi débarquer avec 3 Ultralisques chez le Protoss et un petit peu se demander ce qui se passe. Donc voilà, le creep qui est pas mal répandu. Donc là, comme vous le voyez, Titi a pas mal de vues sur la carte. Voilà. Tout ça, c'est la vue de Titi grâce à son creep. Donc, généralement, ce qu'un joueur de plus haut niveau, enfin en tout cas plus réfléchi que l'IA ferait, c'est quoi? C'est détruire ces tumeurs muqueuses pour réduire le champ de vision de Titisha. Réduire le champ de vision de l'ennemi, ça veut dire qu'il a moins d'informations et que ses unités vont se voyager plus lentement de part et d'autre de la carte.
Voilà, alors ce qui nous fait donc la Titi, c'est la Viper. Donc la Viper qui est une très bonne unité Zerg encore une fois. Donc c'est une unité comme vous le voyez ici qui est aérienne. Elle obéit donc à une quantité d'énergie disponible. C'est une unité qui ne va pas tirer d'elle-même. Donc c'est une unité que l'on doit micro énormément. Elle a plusieurs avantages. Donc elle a plusieurs possibilités, pardon. Toutes tirées de son énergie. Elle va pouvoir d'abord donc faire un enlèvement. Donc elle va enlever l'unité de sa position actuelle pour la mettre directement au corps à corps avec les unités présentes. Donc imaginez-vous ce genre d'unité qui est le colosse, qui est normalement une unité qui a un très grand dégât à distance, se faire harponner littéralement par la vipère et être au corps à corps avec l'ennemi. C'est pas une unité qui est prévue pour ça, et c'est bien ce qui arrange le Zerg ici, vu que le but c'est de gagner la game, bien entendu. Donc, et la vapeur donc, a également une seconde fonctionnalité, qui est donc le nuage. Le nuage en fait qui va permettre de réduire la portée de l'unité adverse à 1. Donc ça veut dire en gros que, pareil, un colosse ici qui normalement est une unité de distance et qui va tirer loin, comme ceci, vous voyez les petits rayons qui se passent, avec un nuage du type que la Viper peut lâcher, obligera voilà, le colosse à aller directement au corps à corps. Et voilà, ici un petit harp qui a été tenté, mais qui à mon avis va en faire un deuxième, pour vous montrer un petit peu ce que ça vaut. Voilà, ok, ici les ultras qui font vraiment le travail correctement ici. Voilà. Donc là le Protoss n'a plus que des unités aériennes. Donc en toute logique, un joueur normal continuerait la fight parce que voilà, Titi n'a pas de défense aérienne pour cette composition là, donc un joueur essaierait de faire le maximum de dégâts possible sur ce move là. Alors voilà, là je pense qu'on va en finir, je pense qu'on a fait le tour également pour les Zerg. Donc voilà, ici les corrupteurs qui vont donc rejoindre le champ de bataille et alors qui vont lui servir donc de contre aérien pour contre le Protoss. Donc le Tempest ici, donc qui sont les avions. Bon, ça on va expliquer ça dans la game après. Comme ça, on fera le tour des trois races. Voilà donc la Titi qui envoie la grosse sauce, donc le Zergling qui sont donc 2-2. Donc ça veut dire que ils sont augmentés au niveau de l'attaque et au niveau de la défense. Forcément une unité qui tape plus fort et qui encaisse moins de dégâts aura forcément plus de chances de survivre à un combat plutôt qu'une unité qui est 0-0. Je ne sais pas si l'IA a bien fait son évolution aussi. Là par contre pour l'aérien ici vous voyez les corrupteurs sont 0-0 parce qu'il n'y a pas masse aérien en face, donc il n'y a pas la nécessité d'évoluer ceci parce que forcément ça coûte de l'argent. La base du Protoss là qui va être rasée. Il y a qui va certainement bientôt lâcher le GG. Voilà donc ici pour les améliorations, donc ça se fait directement via la chambre d'évolution ici. Donc à partir de là vous pouvez augmenter par exemple là l'attaque projectile. Et le combat donc au corps à corps de mêlée pour les unités terrestres par exemple, etc. Donc vous avez les bâtiments pour évoluer ce que vous voulez en fait. Hein. Chez le Terran c'était pareil, j'ai peut-être oublié de le préciser. Vous aviez donc deux bâtiments, un pour améliorer les capacités de la bio et un autre pour augmenter la capacité du méca, donc de tank, etc. Voilà. Donc, là, je pense que l'IA peut clairement lâcher le GG parce que voilà, il se bat à 46 de population contre 189. Faut faire des vigilants. Il est vraiment loin de ça. S'il te plaît? Je vais faire des vigilants. Il va faire des vigilants.
Un sanctuaire noir. Voilà, donc ici, comme Titi donc le dit, ce sont des vigilants. La vigilance, c'est fait à base du dominant. Seulement, donc ça se transforme, un peu comme le corrupteur va se transformer en Broodlord. Et lui, en fait, a la capacité de voir des unités qui sont cachées, invisibles. Donc, imaginons, un Zerg contre un Zerg va... je vais d'abord parler de ceci ici. Donc ça, c'est le changelin. Donc ça, c'est une unité de scout pour le Zerg qui, à proximité d'une unité ennemie, va se transformer en cette unité-là. Voilà, ici, par exemple, le petit changelin va se transformer en zélote caché. Et alors, le Protoss va croire que c'est sa propre unité en fait et ne va pas lui prêter attention plus que ça. Donc ça, c'est une des premières fonctionnalités du Vigilant. La deuxième fonctionnalité du Vigilant, c'est de voir les unités donc cachées. Donc soit les unités donc qui sortiraient donc comme tout à l'heure du sanctuaire nord au niveau chez le Protoss, mais ça on le verra tout à l'heure. Ou par exemple l'unité qui est enfouie, style le Swarmost, donc qui est enfoui tout à l'heure, on met un vigilant et dans ce cas-là ça révèle l'unité enfouie. Voilà, voilà. Et donc le changelin qui est toujours là en train de prendre l'information. Quand on se voit dans la vue de Titi, eh ben voilà ce qu'on voit. Donc on voit comme s'il était à la maison. Donc là on sait clairement quels sont les bâtiments de production qui restent. Et on sait clairement vers quoi va se diriger le jeu. On va pouvoir faire le contre en conséquence. Voilà, donc ici il va porter le front. Là, il va y aller comme un gros bourrin. En même temps il a vraiment pas de quoi craindre ça. Mais je pense que l'ordinateur ne lâche pas le GG tant qu'on n'a pas tué toutes ses bases. Tant qu'il lui reste un Nexus, il abandonne pas le bougre. Alors, comme vous le voyez ici, il n'y a plus de pylônes à proximité. Donc les bâtiments en fait, du Protoss sont désactivés. Voilà, ici par exemple le bâtiment est activé, donc il est en clair. Et comme le pylône ici vient de se détruire, il est passé en foncé, donc inactif. En gros, ça veut dire que le Protoss ne va plus pouvoir construire sur ce bâtiment-là tant qu'il n'aura pas construit un pylône adéquat. Donc ça, c'est vraiment une aubaine pour le Zerg et pour le terrain qui vont jouer en face. Parce que s'il désactive tous les pylônes du Protoss, ben forcément, il ne saura plus rien construire. Voilà, il a reconstruit une base ici, mais bon, l'Ultra est là pour lui expliquer qui est le patron. Et voilà, là ça sent réellement la fête game. Voilà, l'IA qui lâche le GG. Et donc voilà, ceci était donc pour expliquer la partie Zerg. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter à cela, Titi? Non, très bien. C'est vrai que c'est une race qui est basée sur la production, donc sur la qualité, et qui permet souvent de submerger l'ennemi sur la fin. Voilà, c'est pour ça donc que les unités sont pas chères pour pouvoir produire une masse conséquente pour pouvoir submerger voilà l'ennemi littéralement. Voilà, bah, je vais couper donc cette deuxième vidéo. On va se diriger vers la troisième race de ce jeu. Donc restez à l'écoute.